de Montpellier, spécialiste de cabale chrétienne et de la poésie du XVIe siècle, qui a publié la bibliothèque de Pontus de Thiard, dont il va parler aujourd'hui, et spécialiste de démonologie également, et il prépare, il a déjà publié une grosse explication de texte sur la sonnet 31 des regrets, et il continue avec Clément Marot et poursuit justement ce travail d'explication de texte exhaustive sur certains poèmes très connus de la Renaissance. Je lui donne donc la parole pour nous parler de Philon chez Pontus de Thiard. Merci Madame la Présidente. Je remercie évidemment Smaranda Marculescu et Frédéric Gabriel pour cette invitation et pour ce colloque magnifiquement organisé. Je vais parler de Pontus de Thiard, qui est surtout connu pour être un poète. Il est l'auteur d'un recueil de poésie amoureuse à la manière de Pétrarque. Il est lié, disons, au mouvement que l'on a appelé la Pléiade, avec Ronsard ou du Bellay, mais il y a un second temps dans sa vie, c'est le temps où il se trouve être évêque, à partir de 1578 jusqu'en 1592. Il est mort en 1605. Donc de 1578 à 1592, il est évêque d'une ville qui se trouve pas très loin d'ici, au nord de Lyon, qui s'appelle Chalon-sur-Saône. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est véritablement parmi les poètes de la Pléiade, sans doute le plus intellectuel, si l'on peut dire le terme, ou le plus philosophique, le plus théologique, si vous voulez. Cette précision est évidemment très très vague et ne signifie pas que Ronsard ou que du Bellay étaient des ignares. Ce serait un peu étrange de le dire. Alors ce que je voudrais dire dans un premier temps, c'est qu'en 1605, après sa mort, est dressé un inventaire de sa bibliothèque, qui est une des plus imposantes de son temps. Elle devait comprendre environ 1500 volumes, et on trouve sous la rubrique Histoire sainte, puisque nous avons les rubriques de cette bibliothèque, sous la rubrique Histoire sainte, et non, par exemple, sous la rubrique Théologien, rubrique qui naturellement existe, 3 éditions de Philon. Aucune ne correspondant cependant à un exemplaire précis qui ait pu être localisé. J'ai pu localiser un certain nombre d'exemplaires, mais pas ces 3-là. 3 éditions, c'est-à-dire la traduction latine par Budet dans l'édition de Bâle 1538, la traduction latine par Gellenius dans l'édition de Bâle 1561, la traduction française par Bélier à Paris en 1575. Mais il ne semble pas qu'il se soit servi du texte français. Je ferai une remarque incidente, mais dont on pourrait tirer éventuellement quelques conséquences. L'édition de 1538 et celle de 1575, c'est-à-dire donc la traduction latine par Budet et la traduction française, sont reliées en parchemin, précise l'inventaire, alors que l'autre, la traduction donc, de Gellenius de 61, est en veau rouge. Est-elle vue comme la plus précieuse, les 2 autres étant considérées comme des éditions de travail? Peut-être, je ne sais pas, mais c'est le genre de réflexion que l'on pourrait développer sur bien des textes. C'est un point important. Je vais présenter quelques éléments concernant le compagnonnage avec Philon avant de proposer des remarques sur les dernières œuvres que Thiard a pu écrire. 2 textes qui s'appellent Le Premier Curieux et Le Second Curieux, et les homélies. Il reste un très imposant, très important texte qui s'appelle le De Recta Nominum Impositione, de la droite ou la droite imposition des noms. C'est la traduction qui a été donnée par Jean Séard et Jean-Claude Margolin dans leur édition.
c'est le dernier texte de Pontus de Thiard. Je le laisse de côté, il a été largement étudié. J'en viens donc à une vue générale sur le compagnonnage avec Philon. Il est possible que Thiard ait lui-même acheté chacune de ces éditions au moment de leur parution. Tant qu'on n'a pas retrouvé les exemplaires, on peut savoir s'il a annoté des passages et s'il a tout lu. Il ne semble pas avoir utilisé d'édition partielle, préférant acheter une édition complète, celle qui était disponible avant 1553, année de la parution de l'édition à Bâle des 39 traités, sous le titre Lucubrationes, etc. Il faut rappeler sans doute que les années 50 du XVIe siècle sont les plus fécondes en édition des œuvres de Philon. On en compte en 10 ans environ une douzaine. Mais Thiard n'achète rien pendant cette époque. Une fois pourvu de l'édition de 1538, il s'en satisfait apparemment pendant 23 ans, ne se décidant qu'à en acquérir une nouvelle en 1561, celle de Gellenius, dont j'ai parlé. Philon est évidemment le signe, à partir des années 1550-1560, du désir chez certains chrétiens de revenir aux sources d'un évangélisme qui conduit à se fonder davantage sur des textes supposés écrits environ l'époque du Christ. Ces œuvres doivent permettre de retrouver la tradition première et de prouver, enfin, après les efforts de Jean Pic de la Mirandole, d'Agostino Stoico et de quelques autres, dont pour Thiard en particulier Francesco Zorzi, la concordance du judaïsme et de l'hellénisme. Zorzi, évidemment, l'auteur ici du De Harmonia Mundi. Philon fait partie des très rares auteurs mentionnés par Thiard qui, en règle générale, n'indiquent pas ses sources. C'est assurément le De Recta Nominum Impositioné qui est le plus nommé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment les contemporains un peu avertis peuvent repérer sans trop de difficulté les emprunts non avoués. Ainsi, Duverdier, par exemple, reconnaît l'emprunt au De Mundo de Philon lorsque Thiard cite un passage de ce texte au début du premier Curieux. La présence de Philon est évidemment variable selon les œuvres que Thiard compose. Elle est faible dans les textes antérieurs à 1557. C'est à partir de 1557 qu'il publie ses textes théologiques et philosophiques. On peut cependant trouver dans d'autres textes, les erreurs amoureuses, le solitaire premier, des textes publiés donc avant cette date, quelques traces qui pourraient laisser penser que Philon a été lu, compris, mais on peut aussi considérer que c'est un souvenir de Léon Hébreu. Et il faut savoir que Thiard traduit en 1551, il fait publier les dialogues d'amour de Léon Hébreu. Ce qui me paraît donc important, c'est surtout de voir que c'est à partir donc de 1557 que tout à coup le texte de Léon Hébreu, de Philon, pardon, commence à apparaître. Le compagnonnage avec Philon se poursuivra dans les années suivantes. Quelques références apparaissent en 1586 dans un recueil de sermons, les Homélies, Thiard étant devenu donc évêque en 1578, et puis dans le De Recta Nominum Impositioné, la dernière de ses grandes œuvres, parue en 1603, 2 ans avant sa mort. On lit ainsi dans la seconde épître de dédicace de ce livre, adressé à son petit-neveu Louis de Thiard, qu'il avait entrepris de traduire en latin les 2 premiers opuscules de Philon sur les 3 qui venaient d'être édités en 1587 à Augsbourg par David Echel. De Mutatione Nominum et Legum Allegoriae. Thiard en aurait donc fait une traduction en latin non publiée, et il dit « Ces traductions se trouvaient cachées au milieu de mes travaux. Il va se contenter de publier des annotations
à ces deux textes de Philon, dont le De Recta Nominum Impositione devait constituer la préface. Les annotations de Thiard sont plus philosophiques que celles de Heschel, qui sont grammaticales, Heschel connaissant l'hébreu beaucoup mieux que Thiard. Comment apparaît-il chez Pontus de Thiard? Il est qualifié de docte et disert. Et il partage ce dernier adjectif, disert, fécond, abondant, élégant aussi, avec Saint Jean Chrysostome, un auteur fort utilisé par Thiard. Il est aussi, dit Thiard, celui qui par la piété, la prudence et les lettres a beaucoup honoré cette nation, en l'occurrence, et Thiard parle ensuite, les Juifs. On a ainsi le sentiment que Thiard pourrait souscrire à ces lignes de Frédéric Morel dans l'épître dédicatoire en tête de la traduction de Pierre Bélier. Philon est renommé pour sa, je cite, doctrine profonde et admirable éloquence. Est-ce donc dans les discours de la philosophie morale dont on le parangonne justement avec le grand Platon, on le compare donc à Platon, et pour sa sublime subtilité et grand jugement en l'exposition allégorique de l'écriture sainte, avec une candeur et probité merveilleuses qui reluit en ses écrits, qui sont comme beaux miroirs d'une sainte vie. Ce que finalement disait déjà Francesco Zorzi, une des sources donc, de Thiard. Pour lui, Philon est non moins excellent en doctrine qu'en éloquence grecque. Cela peut expliquer l'intérêt que porte Thiard au mot même du texte. Par exemple, dans une lettre latine qu'il écrit, il utilise un terme, athanatizei, qui se trouve dans le De Opificio Mundi, et un peu plus loin, une expression pour dire qu'il se plaint, je cite, par les mots de son cher Philon. Dernier exemple de lecture attentive de la part de Thiard, à propos d'un développement sur les songes, il ajoute à un passage de saint Thomas, la Somme théologique 1, c'est la question 70 à 3, une allusion au De Somniis de Philon. Il a une connaissance assez précise, mais peut-être très ponctuelle de Philon. J'en viens maintenant à quelques remarques sur les trois textes. Avant d'aborder ces œuvres, je vais les nommer, je voudrais introduire une restriction. Il ne faut sans doute pas voir Philon partout. Ainsi, une anecdote sur Anaxagore qui pensait être né pour voir le ciel et le soleil, dit Thiard, peut venir directement de Philon, de Aeternitate Mundi 5, mais elle peut également provenir de Diogène Laërce, ou plus simplement de Coelius Rhodiginus, largement utilisé dans le dialogue et qui cite, lui, souvent Philon. Dans ce même traité de Thiard, qui s'appelle Premier Curieux, Thiard associe les fleuves du paradis aux vertus cardinales, ce que fait Rhodiginus, mais sans nommer les fleuves. Thiard les nomme. Grégoire le Grand et saint Augustin ne précisent pas davantage. Philon précise. Mais est-il pour autant la source, dans la mesure où saint Ambroise précise aussi? Autre exemple, à propos d'un passage d'une homélie sur la Passion, malgré le rapprochement que l'on peut faire avec la vie de Moïse, il semble préférable de renvoyer simplement à la Bible des Septante ou à saint Jérôme. C'est à propos du pontife juif qui porte sur ses épaules les noms des 12 races israélites, etc., etc. Thiard rappelle au début de ce texte, le premier curieux, dont le sujet porte sur le monde, qu'il a utilisé le Timée, le De Mundo d'Aristote, le De Universi Natura d'Ocellus Lucanus. Le De Mundo d'Aristote et celui d'Apulée, traduit par Budet, et celui de Lucanus, traduit par Guillaume Chrétien, sont publiés ensemble par Jacques Toussaint à Paris en 1941. Le texte de Philon est ainsi mis par l'éditeur à côté du grand texte attribué à Aristote, ce qui souligne à cette date l'importance de la patristique antérieure à Constantin. À l'époque, apparaît nettement la complémentarité des deux textes, que sont le traité d'Aristote, et il faudrait mettre en trait d'union Aristote-Apulée, et celui de Philon. La preuve en est donnée par la lettre préface de Budet à Jacques Toussaint,
cité hier par Luigi Alberto Sanchi, ayant récemment mis en latin le De Mundo d'Aristote, j'ai pensé qu'il fallait lui accoler le livre de même titre de Philon, comme à Hercule Thésée, ou plutôt à l'Aristote profane, l'Aristote initié. Thiard recopie à la fin de son traité, donc le premier curieux, un passage de Philon à la suite du De Mundo de celui qui vient d'Aristote appelé. Mais ce ne sont que quelques lignes, une vingtaine environ. Thiard a écrit le premier curieux en se servant du De Mundo comme d'une sorte de canevas, dans le but d'établir la légitimité d'un discours profane sur le monde. Le texte de Philon vient ainsi renforcer la pensée d'unité du monde qui est la préoccupation première de l'un des personnages, en l'occurrence celui qui apparaît sous le nom de curieux. Il s'agit pour Thiard d'aborder très rapidement la question de la hiérarchie des êtres, de la pierre à l'ange. Certes, le texte de Philon apporte peu au développement de la pensée du personnage, du curieux. Mais sa mention est nécessaire, car sur ce sujet de l'unité d'une création orientée vers l'être divin, Philon est important à deux titres. Non seulement parce qu'il reprend cette pensée du Timée, pour l'exprimer dans son De Opificio Mundi 1326, mais aussi parce qu'il est cité par Clément d'Alexandrie dans l'Estromate. On sait que Juste Lipse rangera Philon parmi les stoïciens, non seulement pour sa dénonciation de la mort souille, mais aussi en raison de sa façon de penser la trilogie Dieu, monde, homme et la place du microcosme par rapport à un Dieu hypercosmique dont il est question dans le Quod Deus sit immutabilis. Dans le second curieux, qui porte sur l'origine des âmes, le microcosme, la nature de Dieu et la création du monde, la partie qui est consacrée au microcosme se souvient du traité de Philon, Quis rerum divinarum eres sit, même si le nom de Philon n'apparaît pas. L'essentiel, dans un passage bien précis, est ici la question de la proportion. Dans le prolongement des idées de Philon, on lit dans ce texte de Thiard, le second curieux, que l'homme a le nom de microcosme parce qu'il a, je cite, des éléments proportionnément et parfaitement assemblés. Ce terme de proportion se retrouve dans les lignes suivantes. Mais le terme et la notion est chez Zorzi, qui est la source de Thiard. Philon est donc, semble-t-il, en arrière-plan, et avec lui l'idée d'une homogénéité de l'univers présente dans le Quis eres, par exemple le paragraphe 160. Ce que l'on pourrait nommer une loi d'économie voudrait que, comme dans le premier curieux, le premier des deux traités, les deux formant un ensemble, Thiard suive le De Mundo, de préférence au traité Quod mundus sit incorruptibilis, pourtant particulièrement bien adapté au sujet longuement abordé de la question de la nature et de la pérennité du monde. Cependant, Thiard se sert du De Mundo comme d'une base et complète son discours par l'autre traité, si bien que certains éléments du second curieux viennent du De Mundo, pourtant plus pauvres que le Quod Mundus, etc. Il faut sans doute comprendre que pour Thiard, le De Mundo a le mérite d'embrasser une plus grande matière avec clarté. Dans ce même texte, le second curieux, une mention d'Hésiode est considérablement réduite, ce qui conduit à laisser de côté le développement fait par Philon, à partir du terme chaos, dans la citation d'Hésiode, sur la conception aristotélicienne du chaos, vu comme un lieu, puis sur la pensée de Moïse. On voit bien ici le propos de Thiard, donner l'essentiel et privilégier la rapidité du raisonnement, résumer Philon, en ne gardant l'ordre de présentation des arguments que dans la mesure où cela ne nuit pas à la clarté. Il arrive donc à Thiard de recomposer l'exposé de Philon. L'argument théologique d'un Dieu qui détruirait le monde qu'il a créé vient avant les arguments logiques, la nécessité d'un feu qui finisse par se consumer lui-même, Thiard faisant ainsi ressortir, plus que Philon, la valeur physique de l'argument développé par ceux qui entendent contester la pensée des tenants de l'embrasement. Dès la version de 1557 du second curieux, la conclusion sur la question de l'incorruptibilité du ciel revient à saint Jean Chrysostome et à Philon. Mais c'est
alors par l'intermédiaire de Steucco, qui, dans le passage utilisé par Thiard, fait l'éloge de Philon, vir eloquentissimus, après avoir dit que saint Jean Chrysostome parlait eloquentissime. Thiard suit précisément Steucco en rappelant dans le même passage que Philon et saint Jean sont, je cite, deux ruisseaux d'éloquence. J'en viens au dernier texte, dernier des trois que je voulais examiner, les homélies, un recueil de sermons. Dans le cadre de sa prédication, Thiard développe une pensée soumise au projet homilétique, privilégiant les moyens d'accéder à une bonne pratique. La connaissance théorique est secondaire. Il lui arrive donc de se contenter de renvoyer à Philon le lecteur soucieux de détails. Et parfois des éléments de la pensée de Philon innervent les homélies, mais non directement. Ainsi, lorsque Thiard, dans l'oraison qui s'appelle l'oraison dominicale, dit que Dieu, je cite, a envoyé son propre Fils sous l'habit de notre chair, il n'est pas sûr qu'il faille voir là une influence de Philon, au prétexte que ce dernier développe dans des questions sur la Genèse, 1,53, l'idée que la chair de l'homme enveloppe son âme. C'est peut-être forcer le texte, dire que Dieu a envoyé le Christ revêtu de notre humanité, c'est reprendre un passage de saint Augustin, passage extrêmement célèbre, la Cité de Dieu 9,17, voir tel passage de saint Paul, Galates 3,27 par exemple, et par conséquent recourir à une image devenue banale. De même à propos de Israël, c'est-à-dire homme voyant Dieu. C'est par l'homélie sur la croix. On pense moins à Philon ou à Origène qu'aux interprétations des noms hébreux qu'on trouve à propos d'Israël, vir videns deum. Le passage de Philon est le suivant dans Quis eres. Et je cite le passage de Philon pour le comparer au passage de Thiard. Seul voit clair l'homme de bien. C'est la raison pour laquelle les anciens ont donné au prophète le nom de voyant. Or, celui qui s'est avancé au dehors n'est pas seulement un voyant, on dit en outre qu'il est voyant Dieu, Israël. Or, le texte de Thiard porte sur la supériorité des chrétiens par rapport aux juifs. Ces derniers ont, en mangeant la manne, mangé spirituellement en espérance et par foi le corps de Jésus-Christ. Je suis en train de citer Thiard. Non seulement nous jouissons de cette nourriture spirituellement et par la foi, comme eux, mais davantage la recevons sacramentellement en présence et en réalité. Eux, en nombre et figure seulement. Et nous, qui pouvons pertinemment être nommés Israël, c'est-à-dire hommes voyant Dieu, avons en vérité la jouissance de ces très saints et salutaires dons. Dans cette problématique chrétienne, la référence à Philon ne me paraît pas convenir. Ce qui est dit ici, c'est que les chrétiens voient au sens fort, si l'on peut dire, Dieu en présence et en réalité. C'est la raison pour laquelle ils doivent être appelés Israël. Il n'est pas question d'être homme de bien, le passage que Philon, ou un point que Philon développait. Dans le second recueil qui réunit les homélies sur la première table du Décalogue, il apparaît clairement que l'influence majeure de Philon passe par l'intermédiaire de Clément d'Alexandrie. Je laisse ces éléments, sachant que Thiard, de plus en plus, en effet, au fil des années, mêle à la pensée de Philon celle de Clément. Ne pas suivre directement Philon peut consister aussi pour Thiard à expliciter la pensée du philosophe alexandrin. On peut le montrer à partir de l'exemple suivant. Thiard écrit « Il se faut bien garder, dit Philon, de penser que Dieu ait besoin, à la façon des hommes, de bouche, de langue, d'artères et autres instruments corporels. Car la voix humaine est comprise par l'ouïe et la divine par la vue. Pour ce que, dit Philon, tout ce que Dieu dit, ce ne sont pas paroles, mais ouvrages que l'œil sait mieux discerner que l'oreille. Aussi la diction hébraïque d'Avar ne signifie pas seulement mots ou paroles qui se comprend par l'ouïe, mais aussi choses qui tombent sous le sens de la vue.
Ce passage de Thiard peut être comparé à celui-ci de Philon. Tout le peuple voyait la voix des hommes est entendue par les oreilles, mais celle de Dieu véritablement se voit. C'est la traduction de Bélier. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu dit n'est point parole, mais œuvre, qu'aperçoivent plutôt les yeux que les oreilles. Que fait Thiard? Il éclaire un passage du texte de Philon, ce que Dieu dit est perçu par les yeux, en jouant sur Dabar, Dibourg, ce qui est classique. Ainsi, Thiard ne traduit pas, ne transcrit pas Philon. Il en prend les éléments principaux, le commente si nécessaire. Il est inutile de multiplier les exemples, il suffit de dire que Thiard lit Philon de façon précise, certes, mais synthétique. Il résume les grands traits de sa pensée, éventuellement, mais bien souvent aborde des thèmes qu'il préfère traiter suivant d'autres. Saint Augustin pour le partage des commandements, par exemple. Je dirais que quand Thiard critique Philon, c'est avec douceur, en omettant quelques paroles ou en les détournant. Ainsi, à propos du deuxième commandement, l'interdiction de fabriquer des idoles, Philon explique qu'on ne saurait adorer des objets fabriqués puisqu'ils sont nécessairement inférieurs, aussi bien sous le rapport du temps que sous celui de la valeur, à leur créateur qui devrait, en bonne logique, adorer ses mains. Proprement. Le raisonnement de Thiard est tout différent. L'art est la manifestation de l'artificielle dextérité, je cite Thiard, donnée par Dieu, et celle-ci doit être estimée louable, comme logée au rang des honnêtes arts. La défense divine ne porte pas sur les productions, mais sur l'adoration dont elle pourrait être l'objet. Et Thiard poursuit, cette défense ne tend pas à nous empêcher d'avoir des statues, images et peintures, des choses corporelles. Certes, l'évêque de Châlons va condamner les différentes formes que prend l'idolâtrie et la superstition de manière générale, l'amour de toute chose du monde aux dépens de Dieu. La prise en compte de l'art n'existe pas chez Philon qui poursuit immédiatement sur le seul désir que doivent avoir les hommes, devenir semblables à Dieu. Ce n'est en fait que plusieurs pages plus loin que Thiard s'écrit « La plus grande et souhaitable félicité est d'être semblable à Dieu ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il introduit sa remarque en mentionnant les idolâtres du passé, c'est le terme qu'il emploie, qui ont eu droit déjà dans un autre traité à tout un catalogue. Thiard, en effet, propose des développements nettement plus longs que sa source Philon, aussi bien sur ce point que sur d'autres. Et par exemple, quand Philon écrit « Il est tout à fait sacrilège de prendre Dieu à témoin en faveur d'un mensonge », Thiard développe « Qu'est-ce autre chose de jurer de Dieu attestant un mensonge que de lui dire « Seigneur, je me sers de toi pour couverture de mon injustice », etc. etc. Que fait-il? Il va finalement chercher quelques éléments dans un traité de Philon, en l'occurrence des lois particulières, quelques pages plus loin dans la traduction de Bélier. Je conclus en disant qu'il faut d'abord souligner le désir de Thiard de présenter Philon comme un utile complément à la doxographie générale dont ce dernier augmente finalement la copia. C'est donc moins l'argumentation sceptique, celle que l'on trouve par exemple dans le De Veritate, qui retient Thiard, qui pourtant utilise largement Sextus Empiricus, qui retient Thiard, que la découverte chez Philon d'un résumé des doctrines orientales. Dieu est l'être incréé, incompréhensible pour notre intelligence faible, etc. S'il y a un détour par Philon, c'est peut-être pour rejoindre, avec la clarté souvent célébrée de Philon, la complexité de Clément d'Alexandrie. Car en résumant des passages, en les intégrant à d'autres venus d'autres auteurs, en augmentant la doxographie, en mêlant son commentaire, en racontant avec des figures imposées sa propre histoire, Thiard élabore une véritable tapisserie. Et il n'est pas indifférent à cet égard que tapisserie se dise en grec stromate. Clément joue largement sa partie dans cette affaire. Enfin, la lecture de Philon passe largement par la médiation de Zorzi, de Harmonia Mundi, publié en 1525, traduit en français en 78, et par Coelius Rodivinus, l'auteur des Lectionum Antiquarum Libri Triginta. Nommer Philon, c'est moins le suivre que nommer une autorité, un garant. Philon est un nom. Je vous remercie.
cet exposé extrêmement clair, aussi clair que Philon, et pour nous avoir justement montré à quel point la lecture peut être indirecte, et c'est une analyse qui permet de relire aussi Thiard avec d'autres yeux, si on arrive à traverser toutes ces strates d'utilisation diverses. Alors on va passer tout de suite aux questions. Oui, merci beaucoup. J'ai une question sur un détail. Tout au long des traductions latines que nous avons vues passer, Philon est qualifié de eloquentissimus. Est-ce que vous considérez que le disert est la traduction, l'équivalent de eloquentissimus, mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas dit très éloquent, n'est-ce pas? Et par ailleurs, philosophe très éloquent, ça nous renvoie aussi à l'image de Platon, donnée en particulier par Cicéron. C'est le plus éloquent des philosophes. Et donc, est-ce que ce serait une sorte de projection sur Philon de l'image de Platon? Je ne sais pas, pour répondre à la question la dernière question que vous venez de me poser, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Platon est toujours, soit il est nommé Platon, soit il est précédé de manière tout à fait classique de l'adjectif divin. C'est le divin Platon. Mais c'est plutôt, me semble-t-il, autant que j'ai pu faire attention, c'est le divin Platon, mais ce n'est pas l'éloquent Platon. Et pour répondre au début de votre question, effectivement, il aurait pu dire très disert, il ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que disert et eloquence, effectivement, dans son esprit, c'est à peu près la même chose. J'en ai comme preuve un souvenir d'une de ces annotations, je n'arrive plus à retrouver le texte, mais je pourrais vous donner la référence, où il met dans la marge, effectivement, eloquence, et un peu plus loin, il met disert, et donc il écrit à ce moment-là en français. Ce n'est évidemment pas un exemplaire de Philon, puisque, comme je le disais, je n'ai pas retrouvé ces exemplaires, je ne sais pas où ils se trouvent. La bibliothèque de Thiard étant principalement à Troyes, mais certains éléments sont partis ailleurs, à Montpellier par exemple. Donc la réponse est oui, autant que je puisse l'avoir bien vu. Disert et eloquence sont synonymes dans son esprit. Quant au superlatif, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y avait un adjectif déjà qui était utilisé, docte et disert. Peut-être donc que docte et très disert est trop, ou très docte et très disert. Je vous réponds de façon très imprécise, je suis désolé. Merci beaucoup. Ah. Non, le micro est en là-bas. Oui. Je suis d'ordre géographique. Vous avez commencé par dire que Thiard était un poète de l'amour, et comme ça j'avais l'expectation qu'il utilisait la mystique de l'amour de Philon. Mais vous avez mentionné des exemples plutôt de la théologie de la création. Et je me suis demandé comment l'expliquer. Peut-être c'est à cause de la médiation de Clément, où il ne connaissait pas des textes de Philon qui s'occupent plutôt du sujet de l'amour et l'âme et l'union mystique de l'âme et du Dieu. Oui, alors, je n'ai pas parlé donc de cette partie pour une raison de temps. Surtout quand ma présidente a expliqué qu'il fallait absolument tenir dans les temps, j'ai commencé d'abord par barrer le plus possible. J'avais relevé dans son recueil de poésie amoureuse, qui s'appelle donc « Les erreurs amoureuses », au sens errance également. C'est dans un sonnet qui est la première partie, donc c'est le sonnet 46,
où il y a dans cet amour qui n'est pas totalement idéalisé le maintien, je dirais, d'une composante physique. On a pu penser, en particulier une collègue allemande, Heidi Marek, qui avait fait sa thèse, une thèse tout à fait intéressante sur la mythologie chez Pontus de Thiard, et plus précisément dans Les erreurs amoureuses, a pu penser qu'il y avait peut-être là un souvenir de Philon. Ça restait très ténu. C'est, me semble-t-il, le seul point où l'on pourrait songer éventuellement à. Mais il faut savoir qu'il connaît Léon l'Hébreu, qu'il étudie bien les dialogues d'amour avant de se mettre à les traduire. Je n'ai pas le sentiment que Philon joue effectivement sa partie sur ce point. Je pense qu'il faut rester vraiment très prudent. On risque toujours on peut quasiment tout attribuer à tout le monde. À un certain moment, ça devient... Donc il faut essayer de trouver le melting pot, comme diraient nos amis, c'est un peu ça, c'est-à-dire le texte où sont résumés, parce que finalement leur culture vient aussi, je ne dis pas essentiellement, mais de textes comme le Coelius Rhodidinus, des textes seconds, des anthologies, des recueils de leçons, des florilèges, etc., etc. Ou l'Harmonia Mundi, le De Harmonia Mundi, évidemment. Pardon. Oui, très intéressant ce que vous avez dit sur Francesco Zordi, car Zordi était très connu en Italie et plus connu en France, où il avait été traduit par Louis Lefebvre de la Bauderie, je me rappelle bien. Et aussi, sa dernière œuvre, les Problemata in Sacram Scripturam, nous pouvons trouver plus aisément une édition en France que non en Italie, car Zordi en Italie est très peu connu. J'ai une page sur Zordi, mais je l'ai coupée. Je vous remercie. Oui. Je suis content simplement de dire qu'effectivement Zorzi joue un rôle considérable en France, tout à fait considérable, avant même la traduction de Lefebvre de la Bauderie de 1578. Mais les Problemata, en revanche, restent, bon, ils sont édités, mais ils restent, me semble-t-il, assez confidentiels, si on peut dire. Hein. Ça joue moins de rôle. Magnard a étudié. Oui. Et puis il y a eu la belle traduction en Italie de Campanini. Oui, de Campanini. Merci beaucoup pour cette très très belle intervention et qui vraiment va dans le sens, dans les aspects qu'on a mis en valeur dans l'appel, cette succession de transmission en fait, notamment par la filière artistique, et vraiment vous l'avez mis en valeur. Et j'ai une question à propos du passage que vous avez évoqué du Fruiceres et d'Israël, de l'astéos, enfin de l'homme de bien qui est voyant. Donc vous pensez que du fait que Thiard donne une interprétation chrétienne, face du peuple chrétien, le voyant, il ne soit pas influencé par Philon, ou j'ai peut-être pas bien compris. C'est-à-dire que mon idée, c'est d'essayer de diminuer le plus possible le nombre des sources. C'est-à-dire que si l'on trouve dans un texte une source différente à chacun des mots, j'ai tendance à penser qu'on s'est trompé. C'est-à-dire qu'il y a certes des couches, mais qu'il peut y avoir éventuellement un texte qui concentre toutes ces couches. Et du point de vue de la cohérence générale,
la présence de Philon ne me paraît pas effectivement nécessaire là-dessus. Si vous voulez, l'idée étant une idée qui consiste un peu à élaguer. Je prendrai un exemple, je vais répondre par un exemple. Quand j'ai édité le Second Curieux, il y avait tout un passage sur Dieu, sur les formes que peut prendre Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur etc., etc. J'ai commencé à la noter, c'était pas très difficile, je trouvais toute une série d'explications, de références chez saint Thomas d'Aquin, chez des auteurs qui avaient pu résumer saint Thomas, enfin bref, ça ne posait pas de problème majeur. Sauf que j'arrivais pour chacun des arguments quasiment à une source différente, ce qui nécessairement était faux. Et il a fallu effectivement que je jette un coup d'œil, si je puis dire, sur un auteur auquel on ne pense pas nécessairement quand on travaille sur Thiard ou sur ces gens-là, c'est Sextus Empiricus, et tout le passage était entièrement décalqué de Sextus Empiricus, totalement. Et vous voyez, c'est un peu dans cette idée, c'est-à-dire que si je peux faire l'économie d'un auteur qui me paraît être mis souvent en avant pour cacher, parce que Sextus Empiricus, naturellement, il ne le nomme jamais. Jamais. Pas plus qu'il ne va nommer Zorzi. Jamais. C'est bien connu. Hein. Les plagiaires aujourd'hui citent la note de l'article qu'ils plagient, et l'auteur qui est indiqué dans cette note, mais ne cite évidemment pas l'article plagié. C'est une règle classique. Si l'on veut être voleur, il faut l'être efficacement. Si je me trompe pas, le premier auteur, enfin Ambroise, il exploite beaucoup ce passage de Philon, en donnant justement une interprétation chrétienne. Oui. Et c'est pour cette raison que je pense, sur ce point précis, ça peut être dommage de complètement écarter Philon, d'autant plus que Thiard, le connaissant quand même bien, il aurait pu y penser et faire une sorte de miroir juif, chrétien, sur ce point-là. Oui, alors c'est tout à fait possible, effectivement, mais c'est plutôt la piste d'Ambroise que je privilégiais, mais ça fait partie des passages que j'ai barrés. Je ne sais pas si parmi les passages barrés, il y avait Ambroise que je citais 2 ou 3 fois dans le texte, et j'ai plutôt l'impression que c'est lui qui est utilisé parmi les 4 ou 5 textes que Thiard a à sa disposition, vous voyez. Mais effectivement, oui. Parce que là, sur Ambroise, il reprend Philon vraiment beaucoup sur ce point-là, donc en fait, il est en arrière-plan. Oui. Mais Ambroise, je ne sais plus à quel propos je l'ai effectivement. J'ai préféré cette source à une autre source. Merci. Merci. Peut-être passer à la publication suivante. Je fais quand même une toute petite remarque sur la question posée par Carlos Lévy sur l'éloquence. Effectivement, c'est un adjectif que le disertissimus ou l'éloquentissimus. Je ne sais pas effectivement d'où ça vient, mais en tout cas, on la retrouve chez Christopherson et Propedivinus, donc à côté. Et il se trouve que dans le De Mundo édité, traduit par Budet, et un endroit où il y a un changement dans l'argumentation, et il y a une manchette qui met refutatio. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de la qualité argumentative aussi, et l'eloquentissimus, c'est pas seulement qu'il met des jolis des mythes et des comparaisons, mais qu'il s'est articulé un discours, et notamment dans le De Mundo, où c'est exact, effectivement, il est peut-être du genre c'est vraiment la clarté. Voilà. Il y a la notion de clarté dans l'exposé. Et que du coup, il est déjà humaniste dans le sens où il sait construire le discours, puisque après, avec Milton et tous les autres, on va avoir cet exercice qui consiste à mettre dans la marge tous les points, les endroits, réfutation, confutation, etc., pour bien marquer que le discours est bien construit. En l'occurrence, pour les Mundo, c'est pas tout à fait exact, mais dans certains passages. C'est d'autant plus frappant que l'image de Philon, chez beaucoup de spécialistes, disons,
du XXe siècle, c'est quelqu'un de très confus. Oui, absolument. C'est tout à fait étonnant. On se dit, bon, il y a tellement d'opuscules que c'est assez inégal. Voilà. Philo est clair, il est très clair. Oui, c'est la sapénéia. Ah oui, ça. Bon. Très bien, nous allons passer à la communication suivante, la dernière de cette matinée, avec celle de Thomas Leinkauf, qui a été professeur à Berlin, qui est maintenant professeur à l'université de Münster, et qui vient de publier un livre important sur la philosophie de l'humanisme de la Renaissance, voilà, qui est déjà publié. Voilà, 1350-1600. En 2017, 2 volumes, et qui est spécialiste de Leibniz, qui s'occupe de l'édition des œuvres de Leibniz, et qui a aussi travaillé à l'édition des œuvres de Bruno dans les écrits italiens. Donc il va nous parler de ce qu'il a annoncé, ou peut-être avec une modification. Oh, yes. Oui, ce sont des modifications intéressantes aussi pour moi. I have to apologize that I will stress you with my bad English, but I tried my best to give you a talk which might be clear, I hope so. But the premise is quanti interpretes tanti philones, and so the problem is we have. Do you understand? No. It's difficult to hear. I shall go to the other side. Yeah. It's not working. Should be better now. Sorry for that. You don't see it. Okay. The title is Philo Graecus Hebraicus Proto-Christianus. The presence of Philo or Philo Alexandrinus or Judaeus in non-scholastic texts of the 16th century. And I was invited as a non-specialist on Philo, and so I tried my best in the summertime to enter the discussion. And so I checked a couple of texts which I had just read, or others which I did read for you, namely also Tzortzis texts, Stoikos texts, Hebreo, and others. I checked the text of how they are treating Philo or when they are quoting him. And what came out is astonishingly the fact that where you would expect that Philo should have a presence, there's nearly none denomination or quotation. For example, in Leone Hebreus Dialogi de l'amour, which are translated then by Pontus Petruar, but there is no quotation, even if there's a kind of affinity of thinking. So that's a kind of, if you are finding many things in Stoico or Gobinus, but in a volume which has about, I don't know, 600 folio pages, you find, I say, 20 or 30 quotations, and also many quotations repeated. So what I said before, and that came out in the discussion about the stromata structure, the textus. So the modern, I think that the 16th century thing, which is different from Ficino or Pico, is that authors began, not only Stoico, to compose texts out of a kind of elements. And these elements have mostly just the tradition from antiquity, via late antiquity and medieval times, and they are kind of Wanderzitate, as you can say in German, that is quotations that are wandering through the time periods. So that's the fact, because if we are reading the text, we are not astonishing, we find so many things which are remembering us on X, Y, Z. Why do they do that? Because there's such a long tradition. And from my viewpoint, Philo has been inserted in this kind of stromata structure more intensively than in the 13th or 14th or even 15th century. More intensively. So he is not figuring as a, let's say, person seen for herself, as an author seen for himself. That is only partially the fact.
but mostly he's taken as a kind of auctoritas in this chain, catena of traditions. And that's particularly why we found his so many quotations, as we have seen this morning, in Stoico. Because he, as a librarian of a papal, really well furnished library, he was naturally, as a fish in the sea, surrounded by important editions. And so he picked up all the time long interesting texts, and not only Philo, but also other texts. And even Plato is a kind of Plato divisus, taken many texts as we find in Neoplatonism. The quotations in Plotinus and Plato are only a few, but permanently repeated. And this is the same modus, I would say. You see, I'm speaking, I'm not reading because the text is too long. I'm trying to explain what is the essential, the core of my argumentation. And so, having done that, I found out that there are kind of, how to say, specific items where Philo mostly is really present. So, and this were for me, could be more, but what I see is, this is the Prisca Sapientia thing, the Perennis Philosophia, as we had it this morning. This is the tradition of light metaphysics, resulting only on a few on a few sentences out of the Opificio Mundi, but with a big, big consequence. And then the concept of analogy, where quite often Philo is present as an auctoritas. And then I call that Platonic core concepts. So essentially Platonic concepts, they found him as a philo-platonizans. So, and I organized my paper following these kinds of things. What I wanted to say, going now to my text, after the late 15th century, and after the increasing interest, humanists like Giovanni Pico, Johannes Reuchlin, we shouldn't forget Johannes Reuchlin, or Guillaume Postel, took, amongst other things, also on Hebraic language and religious culture. And after the fact that since the second half of the 15th century, also many well-educated Jewish thinkers came into closer contact with the Renaissance movement, we can find a parallel growing interest in the figure of Philo, as I see it. And you said it just, caro amico, that in the 15th century we have another Philo, but there is a Philo really just, let's say, freshly, more fresh than the 16th century Philo, which is more an antiquarian thing, you know, or antiquarians, I say that in quotation marks. We can find a parallel growing interest in the figure of Philo, normally named Philo Alexandrinus. This interest, however, is ambiguous, or at least non-decisive, because the learned humanists are not unanimously convinced if, firstly, Philo stood in the tradition of the Greek, specifically of the Platonic tradition, as a Philo Alexandrinus, or even more as a Philo, showing up as a second or an alter Plato, but plus excellent, as one of his French translators wrote, or if he secondly was on the other side, a forerunner of the Christian culture and religion, figuring as a Jewish thinker, as Philo-Judaeus in the proper sense, like a figure or typus or prototypus of the upcoming dominant belief, namely the Christian, or if he thirdly was an ambivalent person, he himself, mixing up both influences, the Greek and the Christian, with his Jewish education. I think these are three points de référence, d'interprétation. So, Johannes Tritemius, the skilled and renowned abbot of Spanheim, seemed convinced by the second, let's call the Christian option, referring on the judgment of patristic authors like Jerome, who adopted Philo to the Scriptores Ecclesiastici, because he expressed in his writings mostly praise in Christian authors, and became, during his mission to Rome, a friend of Paulus. This estimation sticks evidently on a Philo-Judaeus Proto-Christianus. Others, like Sigismund Gelenius, Raphael of Voldera,
or also Stoikos Agrippinus, are preferring the first option, namely a Philo Alexandrinus heavily embodied and perfectly educated in Greek philosophy and literature, giving his Jewish belief a Platonist smell and taste, with other words, a Philo-Platonism. Humanists and philologists like Guillaume Budet are mostly preferring, as I see it, the third, or as I call it, the eclectic option. So to say, that is a Philo which is at once a Platonizing Jew, a Jewish thinker in his allegories, and a Jewish Christ in disguise, with clear reference to the position of Hieronymus, who is quoted by nearly all authors that are treating on Philo. Another ambiguity of the posterity of Philo can be seen in the fact that just in texts and authors where one really would have expected his presence, as I told you before, as a point of intellectual reference, as for example in a thinker like Leone Hebreo or Yehuda Abravanel, whose Sephardic origins in his Ficinian makeup is so promising for an impact of the text of Philo, or in thinkers so intensively occupied with Jewish or Hebraic thinking like Guillaume Postel, there is nearly any trace of Philo in the text. So you should detect what you did with Thuillard regarding the presence of Sextus. You should look in these authors if you have disguised or how to say hidden quotations. I followed only the expressive presence. There's much work to do for the other side, which is a big tradition also just in Ficino. But I wasn't able in the short time period where I prepared my talk to go deeper into these problems. And indeed, reading the most important work of Leone Hebreo, the Dialogi d'Amore, the reader can find many traces of what would also well fit with Philo's profile. For example, that Leone Hebreo is putting himself in what he calls Philosophia Mosaica, a branch created by Philo d'Alessandria, or that he is, in the dialogue's artificial setting, glorified by Sophia in making Plato mosaic and counting him to the Kabbalists, or finally, that he adopts in the dialogue the name Philo, Philone, pointing possibly on our Philo of Alexandria. So the figure which is acting is probably a Philo, Philone. I think this is not casual. It's a kind of calculus, but he is not openly speaking of it. Good. So there are many things to do, and then the consequence is for Thuillard, because he translated the text. Generally, we can say, or I would say, that even if Philo is only mentioned or named, but not quoted, or if his positions are not really discussed, the authors of the humanist and early modern period had a high esteem of Philo as an example of antique education, erudition, and polymatia. And the polymatia, let's say, problem becomes really, there's a big impact from the late 16th century to the whole 17th century. All would subscribe, all these humans, Augustine's valuation in Contra Faustum Manichaeam. I quote, vidit hoc philo quidam vir liberalita eruditissimus. Unus eorum cuius eloquium Greci Platoni equare non dubitant. Quoted, for example, the preface of the mixed 16th century edition by Sigismund Gellius. Judei Fionis lucubrationes omnes luctuni, it's, I think, 1555. So I'm coming now to one of my 4 patterns, but only one. How many times? Still 20 minutes? Oh! Velocissimus sum. Okay. The first thing is Prisca Sapientia and Per Ennis Philosophia. We just heard this morning on that. There's a strong conviction in Renaissance authors, marked by names like Marsilio Ficino, Giovanni Pico Ferdinando, Agostino Stoico, or Francesco Patrizzi, that the wisdom of the world, including all the sciences, but specifically the theological knowledge of God, his revelation, his creational activity, and the process of restitution, has been continuously taught, communicated and preserved by acts of translation or tradition.
from the oldest times up to the present time of their own. This conviction, that came quite close to a confession, remained relatively stable over nearly 200 years. The most important presuppositions of the Prisca Sapientia, or per Ennis Philosophia syndrome, is the singularity and unity of that very wisdom which is made and held present by all these acts of tradition. As Stoico has it in his influential and paradigmatic De Per Anni Philosophia, I quote, "It has necessarily always been only one wisdom, unam necessario fuisse semper sapientiam, and that has been brought up in an uninterrupted sequence, and that has been communicated, always refreshed by conjectures and judgments, referring to one and the same basic text." Renaissance authors, humanists and representatives of early modern thinking adopted prominent authors of the tradition of Platonic, Jewish, Christian and particularly Hermetic thinking. The latter because they believe that these authors have written long before Plato, and that the one wisdom is rooting back in the deepest imaginable past as the time where firstly and prominently God revealed himself to mankind. In authors like Stoico, Philo plays a role in this construction, not as important as Hermes Trismegistus or Orpheus or naturally Plato, but at least as an important member of the chain of tradition. The genealogy, for example, regarding the tradition of a theory of cosmogony, a Weltentstehungslehre, as Matthias Baltes called it, is in Stoico covered by Moses, Hermes, Kaldaisi, Timaeus, Logos, Plato, and Philo. And this is what I said before. Before Philo was not integrated. In Ficino, you don't find Philo in this change, but you find it in Stoico. So that's what I meant, that in 16th century, there's another standing for Philo as an auctoritas in the chain, in this tradition, in this line of tradition, or traditio. Stoico, for example, sees also a high similarity between the sacred texts of Hermes Trismegistus, the Chaldean oracles, and Philo, specifically regarding the concept of man, difficult to translate, I would propose of means, difficult to translate, I would propose of or mind or also intellect. The problem is how to translate means. So, but the concept of means is one of the most referring points for Stoico. The concept of means as a double or binary entity, God's and human mind, representing a stable and fundamental relation. That is one example. Or the general structure of the ontology of reality as a creation with a specific architecture. This is regarding the cosmogony and the structure of the world. There are different reasons why Philo is important as a member of the chain of theological philosophical tradition. As example, as an example, I mentioned only his theory of divine human mind. But it is mostly important that Philo in the 16th century, in difference to what we can find in Ficino, is adopted into that chain, or as Stoico calls it, theologia concatenata. This chain or theological nexus is not only naturally in the eyes of the Prisca Sapientia representatives a stable and immutable and endurable and undestructible continuity of that one religion, but in the same moment the all-comprehensive implication and reservation of all filiations of religion. This continuum is therefore a connected totality, tota concatenata, and a total implication of links, mutuisque nexibus implicata, absorbing Orphic, Egypt, Chaldaic, Platonic, and Christian theology. For Stoico, Philo is playing here a role as a transmitter more than as an original thinker. He is not part of the proper core, as for example also Ficino, but he is, as a nobilissimus Platonicus, part of the helping hands that, not without intelligence and autonomy, contributed to the traditio ipsa. He is important, as Stoico says, because he had access to the, what he called, secret theology of the Hebrews. Ex eadem Hebreorum secretior theologia, argumentans, communicating these secrets to posterity, but on the other side, separating himself from the Kekitas Hebraica
and teaching the right things on the divine essence. That is the Christian Trinity based on Neoplatonic principles, which Stoico just working avant la lettre in philo and on the first and absolute principle of being. Next point is the analogy, and then 2 minutes. We are always under stress. One other important criterion for all authors that stand affirmatively in the complex tradition founded by Plato's enormous influential cosmogony and cosmology in the Timaeus is not only the presence of Plato's arguments in many texts of Philo, but specifically the fact that Philo's intellectual approach to reality is embedded in the Alexandrine tradition of thinking, strongly influenced by the Platonic thinking, which shows generally an analogy of structures between sensible world, intelligible world, and the being of mankind or human beings. The latter called, as we heard it, microcosmos. As Jean Papin wrote with regard to Philo and his concept of analogy half a century ago, I quote, "If one fact is verified in one of the three realms, that is mundus idealis or God, mundus realis or nature, and the mundus humanus, it has value also automatically in the other two." And that is a structure of thinking you find so intensively in Ficino, in Pico, in his Hector Blues, in his The Ente Essentia, and in other works, and naturally also in 16th century authors like TR, for example. So this is one point where Philo is playing a big role, as I see it. If the arguments are going to, that's a kind of analogy between the worlds, the three worlds, Philo is often quoted, or mentioned at least, in margine, yeah, Philo, nobilissibus, etc. So if Philo is deriving this allegorical method from a passage of the scripture and information regarding the constitution of the material world, or of the ideal world, or of the human world, he is extending it on the respectively other two realms without saying that this would be a new allegory. Authors like Agostino Stoico or Georgio Venetus, Zorzi, are mainly highlighting the genuinely analogical approach of Philo in interpreting nature or the relation of human beings to God and reality in general, or his orthodoxy in describing the mind or intellect as the most prominent instrument of God's revelation or theophanic acts. This creational, basic relation constitutes many analogies between the principle and its effects, from the highest instance, the godly word, as a pragmatic mediator or internuncius, the prima mens, to the lowest analogical instance, for example, the sensorial light or heat as metaphors for unfolding powers into effects, thereby instantiating for our intellect the secunda mens, a readable and understandable analogy to the ground relation, one many, the one God, the many, the world as manifold, manifest in the relations God, world, and God, man. So this is the other, I would say, core concept or core arguments, horizon arguments, where Philo mostly is present in the text of 16th century authors. That means Georgius Venetus, Zorzi, Stoico, naturally, Ponce de Thiard, and other authors I checked, I can say. So I will finish here with this impression I give you, and I try to work on, especially then to the concept of the divine mind, and the last one would be, which I don't do now, is the light metaphoric or light metaphysics in Patrizi, which Moreschini just mentioned at the end of his talk. So we could discuss on that in the discussion if there is any discussion. Thank you. Merci pour cette communication. Vous êtes très bien tiré de cette difficulté de résumer tout en expliquant. Et on voit que Stoico a joué le rôle de fil ce matin. That's right, it's vrai. I thought he's one of the most important, and it's not by chance that we all are so heavily impressed by this presence in Philo, in Stoico. Première question ici.
Thank you very much. I have to say, as somebody who's spent a career promoting the study of Philo, it has warmed my heart this morning to hear that Philo was so widely discussed in the 16th century. But my question is the way in which they knew Philo. And so, for those of us who work in the ancient world, we sometimes debate what treatises of Plato did he read directly, and when is he dependent upon handbooks, which were common. And so my question as I've listened this morning is, are they simply drawing from the same quotations and then making different arguments, or to what extent are they actually reading treatises of Philo and then making arguments from those? So do they know Philo only in fragments, only in the quotations, or do they know some of these treatises directly and then draw from them? Oh yes, that's not only a question on me, because I think all it's no problem, but the point is really that this is not my special field. So I saw that I have the feeling that they are using different texts, and I think especially in Stoico we see that he's acting with diverse editions or manuscripts in the Palatina and so on, and this is evident. But he's the most learned of all those authors, most learned philologically. I would say Zorzi, for example, he's also learned, but he's a specialized approach to an approach more in the tradition of discussion on religion, on fidelity, and all that. So, and there you don't find so much on Philo. It's only really rarely. I think I found 5 quotations. Instead, in Stoico, you find a lot. And that's why he's acting, as I said in the comment this morning, he's presenting another kind of literature, another genus, I would say, which is, what is not new is the per ennis philosophia, because we have just in Ficino and so on. But the modus presentandi is new. That man, this kind of textus, which is a composition. And then your question is right, because are the quotations of Philo themselves kinds of muss man sagen, stones, mosaic stones, mosaici, taken up without such a big philological impact we have in the purely philological discussion of the 19th, 20th century and now. So they are taking, with all their naivety in the positive sense, these texts as a kind of fountains and kind of basic texts, and don't care so much about the differences that you make in your talk, in your handout. Yes, the fusions, and this, I would say that is the fact. But I would also say that there's a different competence in philology. It's evident that people like Boudet or Tourné, and also I would say Patrizzi is a really good grecist, and he knows the language well. But he didn't went into the manuscripts. Instead, Boudet tried to do that. So there's no one answer is not possible on my side. It's so complicated. And we are even starting this Philo reconstruction in the early modernity, I would say. The fight is really open. There's so many to do. Yeah, I have a follow-up question on this use of extracts. Maybe we can make some further progress if we also look in the vignettes in which Philo is quoted. In other words, not just looking at which Philonic texts were used, but if he was always quoted together with some others. And because that would then give us maybe a flow of where he was. That is a very good idea, I think, and you are right, but not in all texts. That the point is, many texts, as we find Stoicos nominating the Prisca Sapienza, per ennis philosophia, where he's including all these authors. Then he's picking out one of them, for example, Philo or another, and then it can be this, that he's picking out 2 or 3. But what we should look also is into not only text, but also in art. We should look into engrammata,
and that was what they did in the late 16th century after the Hierophia of Apollo. The transformation, the semantical transformation of graphical signs into complex semantic items. And I remember that Ficino, for example, when he's discussing hieroglyphs in his Plotinus commentary, he's referring to Clemens Alexandrinus, where he's in the Stromata explaining that hieroglyphs are such and such a kind of symbols, and they do giving another synthesis of a manifold in a unity than allegories. And so they have a kind of consciousness about differences, and they try to put this also from the field of the written text into other texts, let's say, kind of enkramata and signs and symbols, which can figure also as vignettes and in books. So that is an interesting field which we could open regarding Philo and other authors. But there's nearly nobody who's really working on that. But it is really, the idea is totally right. It's a complex synthesis. Thank you very much for your paper. It's fascinating to think about Philo being incorporated into this chain, this traditional chain that's not in Ficino, but is in Stoico. And so I want to maybe ask you now about the Nachleben of Stoico and think about Leibniz. So does Philo maintain his place in the chain as this perennial philosophy goes on, or does he disappear again? Yes, okay. So maybe on Leibniz. I would say, like in Leibniz, we have no more the Per Ennis Philosophia. Okay. His rationality is excluding, he knows of that. But you should like to the Cambridge Platonists. You should look at the Cambridge Platonists, which preserve a certain kind of Prisca Sapientia discussion, and their Philo should be present. I didn't check it, but I would say in Henry Moore and others, Cudworth, there should be no problem. And so, that's what I said, it's up to, I would say 2 centuries or maybe 2.5 centuries. From Ficino to Cudworth, there's stable presence. But with another type of rationality, even starting with Descartes, show me any text of Descartes where there is a Per Ennis Philosophia. The only Per Ennis Philosophia is in his personal mind, where he's starting or thinking, ego, cogito. But the point is, there is a kind of discursus duplex et triplex. That's why I checked only the texts which are not scholastic, non-scholastic. I didn't check texts which are the tradition of an exegesis, the Petrus Lobardus and the Thomas of Aquinas and so on. We should find, and we can find Philo also there with another taste.